les jugements de là, le premier jugement de 1984, c'était vraiment pour étendre la règle de. Avant, c'était un des deux parents qui a reçu son enseignement en anglais au Québec. Ensuite de ça, en 1984, la Cour suprême est venue dire vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est un des deux parents qui a reçu son enseignement en anglais dans l'ensemble du Canada. Et cette idée de passer par l'école privée non subventionnée au Québec, au début, c'était quand même assez marginal, mais ça va prendre des proportions quand même importantes au début des années 2000. Il y avait 1000 enfants par année qui réussissaient à passer à passer par l'école privée au Québec pour finalement, l'année d'après, demander l'inscription dans les écoles publiques anglophones du Québec. Donc, pendant quelques années, ça va être 1000 enfants par année. Et là, le gouvernement, en fait, la loi 101 va être modifiée pour empêcher ça. Et ça va mener au jugement de 2005 et de 2009 où la Cour suprême va venir dire ce que le Québec peut faire, le Québec ne peut pas empêcher que les enfants passent par l'école privée pour ensuite de ça aller à l'école publique en anglais. Mais ce que le Québec peut faire, c'est adopter un système de pointage pour aller mesurer si connaissance de l'anglais. Ouais, la connaissance de l'anglais, mais aussi la motivation des parents. Est-ce que les parents veulent vraiment s'intégrer à la communauté anglophone ou s'ils veulent juste que les enfants apprennent l'anglais? Donc, s'ils veulent juste qu'ils apprennent l'anglais, ça devient comme artificiel, donc on ne va pas leur permettre d'intégrer les institutions anglophones qui sont faites pour les anglophones. Mais s'ils sont capables de démontrer qu'ils veulent vraiment intégrer la communauté anglophone, ces institutions, son histoire, mais là, le Québec ne peut pas les empêcher d'avoir ensuite de ça accès à l'école publique. Et ce que le gouvernement va adopter, c'est un règlement qui a été adopté en 2010, donc ça demeure quand même assez récent. C'est un système de pointage. Donc, le parent qui inscrit ses enfants à l'école privée, non subventionnée, pendant 1 an, pendant 2 ans, ensuite de tout ça, décide de faire la demande pour avoir un certificat d'admissibilité à l'école anglophone québécoise publique, doit rentrer dans cette espèce de grille de pointage-là. Et la grille de pointage, c'est est-ce que vous habitez dans un quartier anglophone? Est-ce que l'école dans laquelle vous avez inscrit vos enfants, c'est une école dans laquelle la majorité des étudiants, des enfants, sont anglophones? Est-ce que, tu sais, des espèces de petits points qui peuvent nous indiquer de la motivation des parents, la motivation sincère d'intégrer les institutions de la communauté anglophone, ou si c'est juste artificiel pour que les enfants apprennent l'anglais, mais qui finalement demeurent, dans les faits, intégrés à la communauté francophone. Je crois que c'est un peu bizarre, là, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est juste reprocher rapidement, vu qu'on recrutait massivement dans les quartiers où il y avait des grandes concentrations de personnes migrantes, c'était évident que les gens ne pouvaient pas passer le pointage. Il y avait des complicités aussi avec certaines commissions scolaires anglophones qui facilitaient le passage, parce que c'était pas seulement l'enfant qui avait fait 1 an ou 2 ans, c'était toute la fratrie qui se faisait. Exact. Alors c'était quand même le passage important. Exact. C'est que là, c'est que pendant les années 2000, fin 90, début 2000, il y a des écoles qui annonçaient directement, inscrivez vos enfants ici 1 an, puis ensuite de ça, vous allez pouvoir inscrire vos enfants à l'école publique. Donc, il y avait vraiment des écoles qui prenaient forme pour permettre cette espèce de stratagème-là. Et là, la Cour suprême est venue dire, ce genre de stratagème-là, vous pouvez l'empêcher, mais si le parent est dans un quartier anglophone, puis que c'est l'école du coin, puis qu'il inscrit son enfant à cette école-là, puis que la majorité des enfants sont anglophones, font partie de la communauté anglophone, mais là, il y a comme une espèce de désir intrinsèque, honnête, d'intégrer la communauté anglophone. Et là, vous devez permettre. Mais ça n'empêche pas que. Parce que là, l'espèce de système de pointage fait que si vous inscrivez 3 ans d'affilée votre enfant à l'école anglaise, il y a automatiquement le nombre de points nécessaires pour passer. Mais s'il y a un seul de vos enfants qui fait les 3 ans, puis que votre deuxième enfant, vous n'avez pas les moyens pour l'envoyer à l'école anglaise non subventionnée, puis vous l'envoyez à l'école française, bien là, il perd des points. Parce que c'est comme un indicatif que vous n'avez pas une véritable volonté intrinsèque d'intégrer la communauté anglophone. Sinon, vous trouveriez les moyens d'inscrire vos 2 enfants. Donc là, l'enfant, est-ce que vous... Je sais que c'est un peu complexe, là, mais l'essence de tout ce que vous devez retenir, c'est qu'on a voulu protéger, la Cour suprême a voulu protéger le désir authentique, et c'est l'expression que la Cour suprême va utiliser, le parcours authentique. Donc, le désir authentique d'intégrer la communauté anglophone va être protégé, mais le subterfuge
de passer par l'école anglaise pour que vos enfants apprennent l'anglais, mais sans avoir le désir d'intégrer la communauté anglophone, ça ne sera pas protégé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Puis ça a eu des effets importants, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup moins d'enfants qui ont été intégrés par la suite dans les écoles privées, pleinement privées pour cette raison. C'est ça, exact. Donc à la fin, ouais, c'est ça. Ça marche. C'est ça, exact. Si j'ai bien compris, c'est qu'en août 1977, c'était la loi 101, donc ça a commencé par les tests à l'école. De 1974 à 1977. C'est ça. Les Après, tests. Et 79, c'est le stratagème des parents. De Des 1977 jusqu'à 1982, jusqu'à 1984 en fait. C'est des périodes, ok. Donc de 74 à 77, c'est les tests. Surtout. Okay. Pardon? Oui, allez-y. Donc de 74 à 77, c'est les tests. On est venu donner des tests aux enfants pour essayer de voir qui est de langue maternelle anglaise et qui ne l'est pas, pour protéger les institutions de la communauté anglophone, mais envoyer tout le reste de la population à l'école française. De 1977 à 1984, donc jusqu'au jugement de la Cour suprême de 1984, fondé sur la modification constitutionnelle de 1982, ça va être un des deux parents qui a étudié à l'école primaire en anglais au Québec. À partir de 1984, ça va être un des deux parents qui a étudié l'école primaire en anglais au Canada, donc dans l'ensemble du Canada. Et avec cette espèce de modification-là, il y aura un effet pervers. Jusqu'à quelle année? De 1984. En 1984, le phénomène était marginal. C'est que, étant donné que la Constitution canadienne de 1982 va venir dire, si votre enfant a commencé l'école en anglais, il pourra poursuivre l'école en anglais. La loi 101 de 1977 tire une ligne. À partir de 1977, si vous n'êtes pas inscrit à l'école anglaise, si vous-même vous n'avez pas eu l'école en anglais, vous allez envoyer vos enfants à l'école française. Point final. On tire une ligne. Mais en 1982, avec la modification constitutionnelle, on va venir briser cette ligne-là. On va venir dire non, il n'y a plus de ligne. Dès que l'enfant a commencé l'école en anglais, il pourra poursuivre l'enseignement en anglais. Et donc, tranquillement, ça va devenir popularisé que si vous réussissez à aller à l'école privée non subventionnée en anglais au Québec, si vous inscrivez vos enfants privés à l'école privée, là où c'est le libre choix, bien, éventuellement, vous allez pouvoir faire une demande pour avoir un certificat d'admissibilité à l'école anglaise. Et au début, c'est un enfant, deux enfants, mais au tournant des années 2000, c'est 1000 enfants par année qui vont faire ce détour-là. Donc là, on va vouloir intervenir pour empêcher ça, et la Cour suprême va être encore saisie de cette question-là, à savoir si le Québec pouvait complètement disqualifier l'école privée. Donc dire, vous pouvez inscrire vos enfants à l'école privée, mais vous ne pourrez jamais faire la demande pour l'école publique anglophone. Et la Cour suprême va venir dire, vous ne pouvez pas faire ça. Ce que vous pouvez faire, c'est adopter un système de pointage allant tester la motivation sincère des parents à savoir s'ils veulent intégrer ou non la communauté anglophone. Donc, les dates importantes, de 74 à 77, les tests, de 77 à 84. Parce qu'il y a 82, vous dites qu'il y a un changement. Exact. Le changement est 82. On est revenu en arrière de 2 ans. C'est ça. C'est parce que la modification constitutionnelle va être en 1982, oui. Mais ça va prendre 2 ans avant que la Cour suprême la valide. C'est ça, exact. Est-ce que c'est clair? Okay. Tout ce que je veux que vous reteniez, là, OK, c'est que la règle qui se voulait ultra claire en 1977 est venue un peu, a été modifiée par invalidation parce qu'il est venu, parce qu'à partir de 1982, avec le changement constitutionnel, il y a eu une opposition entre la Constitution canadienne et la loi 101 sur la question des écoles, et là, il a fallu interpréter la Constitution en fonction de la loi 101 pour tenter de les arrimer. Et ça va mener à cette espèce de parcours sinueux-là, à savoir qui a le droit à l'école en anglais au Québec. Et ça va venir, d'une certaine façon, aussi un peu miner la légitimité de la loi 101. Parce qu'on établissait une règle qui était claire pour tout le monde, mais avec cette modification constitutionnelle-là, on a voulu changer les règles du jeu et permettre à des gens de contester avec des arguments juridiques pour venir changer un peu la règle, et c'est ce qui va se produire. Puis,
C'est-à-dire que n'importe qui a l'argent pour envoyer ses enfants à l'école privée anglaise. Mais c'était déjà comme ça en 1977. C'est juste qu'en 1977, on ne pouvait pas se servir de ça pour faire le passage à l'école publique. Mais après... Mais là, tu ne peux pas le faire facilement non plus. Tu ne peux pas le faire facilement. Parce qu'il faut dire quand même que la Commission de Montréal est un peu complice en facilitant ce passage-là, mais avec le changement en 2010-2011, ils ont été beaucoup moins interpellés pour le faire. Dans les quartiers, il y a des fortes proportions de personnes immigrantes. Ce phénomène-là, il a pas été enrayé. Il existe encore où des enfants de personnes immigrantes déjà préscolarisés dans Notre-Dame-de-Grâce, Pierrefonds ou à quelque part autre, ils peuvent peut-être intégrer, mais c'est redevenu marginal. Parce que c'était où les quartiers qui étaient ciblés, c'était la Côte-des-Neiges, Parc Extension, Saint-Laurent, ça a pas mal C'est ça, exact. Donc, le système de pointage a eu ses effets. Donc, il existe encore. C'est-à-dire que si vous avez l'argent pour inscrire votre enfant pendant 3 ans à l'école anglaise et votre deuxième enfant, assez longtemps pour que votre deuxième enfant qui est inscrit, pour que vous n'ayez pas besoin d'inscrire votre deuxième enfant à l'école française parce que vous n'avez pas les moyens, puis qu'ils viennent diminuer le pointage de votre premier enfant. Donc, si vous avez beaucoup de moyens, oui, vous allez être capable de contourner. Mais les gens qui ont ces moyens-là sont peu nombreux. Puis finalement, avec le système de pointage, on va venir passer de 1000 enfants par année. Aujourd'hui, je pense que c'est 40 ou 50 enfants par année qui réussissent le passage. Donc, on est passé de 1000 enfants par année à 0. Donc, quand la modification de la loi 101 est entrée en vigueur en 2002, il y a eu contestation, c'était dans la Cour suprême en 2005 et en 2009. Et là, on va réouvrir légèrement les vannes pour se conformer à la décision de la Cour suprême. Mais on ne revient pas à 1000 enfants par année. Donc aujourd'hui, c'est 40, 50 enfants par année qui réussissent à faire ce passage-là, mais le phénomène demeure marginal. Et puis je pense qu'il faut quand même souligner, juste rapidement, que dans les quartiers où il y avait beaucoup de fortes populations immigrantes avant 1977, les écoles anglaises étaient prédominantes. Mais depuis 1977, on a eu un revirement où c'est les écoles maintenant qui sont francophones ou françaises qui sont devenues prédominantes dans ces territoires. Ça a vraiment eu des impacts. À ce niveau-là. Oui. La norme de travail, c'est surtout. Oui, exact. Les écoles, il y a quand même des impacts. Exact. Donc, voilà. On poursuit. Donc, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, ici, rapidement, donc là, vous voyez, on a enlevé le territoire qui est occupé par le gouvernement fédéral. Là, on arrive sur le territoire provincial. Et là, on se demande quels changements ont été apportés sur le territoire québécois par le gouvernement québécois. Et là, on pourra en discuter ensuite de ça. Mais même à l'intérieur du gouvernement québécois, la loi 101 a été modifiée sans que la Cour suprême vienne forcer la main du gouvernement québécois, la plupart du temps pour diminuer la présence du français. Donc, par exemple, alors qu'en 1977, on prévoyait que toutes les communications écrites entre l'État et les entreprises devaient se faire uniquement en français, on est venu permettre les communications d'être en anglais et en français. On va aussi faire plus de place à l'anglais dans les institutions, dans les municipalités, les commissions scolaires, dans les hôpitaux, qui desservent des populations à plus de 50%, soit anglophones, soit non francophones. Donc, pour faire plus de place à une autre langue que le français, sans que la Cour suprême vienne serrer la main ou ou obliger le gouvernement québécois à faire ces modifications-là. Il y a aussi la question des programmes de francisation. Par exemple, en 1977, on venait dire une entreprise qui est en défaut de respecter la procédure de francisation recevra une amende à chaque jour qu'elle est en défaut de respecter ses obligations. On va venir enlever ça pour prévoir des petites amendes sur une longue période de temps. Donc aujourd'hui, plutôt qu'il y ait une amende qui s'additionne à chaque jour où on ne respecte pas la loi 101, aujourd'hui, c'est si vous ne respectez pas un aspect de la loi, ben il y a une amende qui est prévue juste pour cet aspect-là. Donc, on est venu restreindre un peu l'aspect coercitif qu'on avait ajouté en 1977, parce qu'il faut dire qu'avant 1977, on était beaucoup dans l'incitation. On tentait d'inciter les entreprises à utiliser le français sans qu'il y ait nécessairement de sanctions au bout de la ligne.
Donc, on avait fait ça durant les années 70. Et en 1977, avec la loi 101, on était venu dire ça ne fonctionne pas, l'incitation, les entreprises ne veulent pas, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les obliger. Puis, s'ils n'écoutent pas, ben, il y aura une sanction financière qui viendra au bout du compte. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que, et là, je noircis encore un peu plus, c'est que même là où les tribunaux ne sont pas venus forcer la main du législateur québécois, le législateur québécois lui-même a adopté de son propre gré certaines mesures d'accommodement qui font toujours un peu plus de place aux autres langues, qui diminuent la portée de l'obligation de l'utilisation du français. Et là, enfin, donc là, c'est la dernière petite portion où on n'avait jamais touché. Et là, ça, c'est l'aspect pleinement nouveau de mon livre. Donc, tout ce que je vous ai dit là, depuis le début, c'est des choses qui étaient déjà connues, que je répète dans mon livre. Donc, pour les gens qui veulent revoir tout ce que j'ai dit depuis le début, noir sur blanc, c'est les premiers chapitres de mon livre, c'est tout ce que je vous ai présenté. Mais pour le 40e anniversaire, hein, si on veut apporter un apport original au débat, donc ce que je suis allé faire, c'est je suis allé voir tous les jugements, encore une fois, je suis allé voir tous les jugements depuis 1977 où il n'était pas question d'opposition ou de confrontation entre la Constitution canadienne et la loi 101. Donc, à chaque fois que les tribunaux ont eu à interpréter un mot, un passage de la loi, comment ont-ils tranché? Et là, ça peut paraître très théorique, et je vais vous donner des exemples concrets, c'est-à-dire dans les litiges où les juges disent explicitement, d'emblée, il y a deux façons d'interpréter la loi. De cette façon-ci, où on prévoirait plus de place au français, ou de cette façon-là, où finalement il y aurait moins de place au français. Je me suis demandé, quand ils ont le choix entre deux interprétations possibles, est-ce qu'ils tranchent en fonction de plus de place au français ou de moins de place au français? Et de 1977 jusqu'à aujourd'hui, donc la dernière mise à jour de mon livre, c'est en mai de cette année, mais je savais qu'il allait y avoir d'autres jugements qui allaient être rendus à l'automne, donc j'ai prévu le coup et j'ai parlé de ces jugements-là. Donc jusqu'au mois d'octobre de cette année, le livre est à jour de 1977 jusqu'à octobre de cette année. Et on arrive à la conclusion suivante, c'est que dans 78% des cas, les tribunaux choisissent l'interprétation où il y a moins de place qui est accordée au français plutôt que plus de place qui est accordée au français. Et j'illustre le propos à l'instant parce que ça peut sembler très théorique et se l'est. Mais dans mon livre, j'ai tenté d'illustrer ce propos-là. Par exemple, c'est l'histoire de... Et c'est toutes des histoires, en fait. Tout mon livre, c'est des histoires de contestation de la loi. Il y avait telle personne qui contestait pour telle raison, voici ses arguments, voici ce que le juge a décidé, etc., etc. Donc, par exemple, il y a le congédiement d'une employée, okay, qui se fait en anglais. Donc, le congédiement se fait verbalement en anglais. Et la convention collective prévoyait que les communications, pour qu'ils soient valides entre l'employé et l'employeur, devaient se faire par écrit. Donc, l'employeur va écrire une note manuscrite à l'employé pour dire qu'il est congédié en anglais. Et là, l'employé va contester son congédiement parce que la loi 101 prévoit que les communications entre l'employeur et le personnel doivent se faire en français. Il y a une autre disposition de la loi 101 qui dit que les actes ou les documents qui ne sont pas conformes à la loi sont invalides. Donc, l'argument que la travailleuse va venir faire, c'est, étant donné que la communication n'a pas été en français et qu'elle devait être en français, bien, la communication est invalide, donc le congédiement est invalide et je veux avoir mon emploi. Et ce qui va se passer, c'est ceci, c'est que le tribunal va être appelé à interpréter le mot « personnel ». Parce que la loi dit que les communications entre l'employeur et l'employé doivent être, entre l'employeur et le personnel, doivent se faire en français. Et là, la Cour va se demander, qu'est-ce que ça veut dire « personnel ». Est-ce que l'employé en question fait partie du personnel ou pas? Et là, la Cour va venir dire, va se questionner. Est-ce que personnel, c'est quand la communication s'adresse à l'ensemble du personnel? Donc, disons, une note écrite à l'ensemble du personnel pour leur annoncer quelque chose. Ou si ça comprend aussi le personnel individuel, donc l'employé pris individuellement. Et là, la Cour va dire, bon, ben, on peut regarder ça des deux côtés. C'est vrai. Personnel pourrait vouloir dire l'ensemble des employés,
mais ça peut aussi vouloir dire uniquement l'employé pris individuellement. Et là, la Cour va venir dire, bien, étant donné que c'est possible les deux, puis qu'on ne sait pas vraiment quel côté trancher, ben, on va présumer que si le législateur avait voulu que le personnel comprenne aussi les employés individuellement, il l'aurait dit. Et puisqu'il ne l'a pas dit, mais c'est uniquement avec l'ensemble du personnel et le congédiement va être valide. Donc, et là, dans mon livre, c'est que des histoires comme ça. Donc, moi, mon échantillon, c'est toutes les décisions de 1977 à aujourd'hui qui ont au moins atteint la Cour supérieure. Parce que sinon, souvent, disons, la Régie du logement ou des petits tribunaux où les gens n'ont pas les moyens de monter jusqu'en haut, puis il y a beaucoup de controverses jurisprudentielles, puis finalement, un jugement dit le contraire de l'autre, puis ça aurait demandé une rectification peut-être par un tribunal supérieur qui regarde ça de haut, puis qui établit la cohérence. Donc moi, pour ne pas me trouver dans des espèces d'affaires incohérentes, j'ai décidé que je prenais en compte tous les jugements, sans exception, mais qu'il fallait au moins que ça ait atteint la Cour supérieure du Québec. Et beaucoup ont atteint la Cour d'appel du Québec, évidemment. Donc c'est tous ces jugements-là que j'ai pris en compte. Donc là, il y a l'exemple de personnel, il y a l'exemple de disponible. Il y en a d'autres aussi. Mais il faut dire quand même que les gens peuvent penser à une conspiration fédérale pour. Non. Mais dans le fond, la grande majorité de ces juges-là, dans le fond, sont tous du bassin des juristes québécois, de toute façon. Oui, exact. Donc, non, c'est ça. Les gens qui viennent de l'Alberta qui viennent. Non, je ne veux pas tomber dans la conspiration. Il s'adonne que le système fait en sorte que les tribunaux qui assurent la cohérence de l'ensemble de notre jurisprudence sont des juges qui sont nommés par le pouvoir fédéral, mais ce sont des juges qui sont membres du barreau du Québec, ce sont des juges québécois. Plutôt que d'être nommés par le pouvoir provincial, ils sont nommés par le pouvoir fédéral, mais ce sont des juges québécois. Là. Je remets pas. Je ne suis pas dans la conspiration. Là. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il s'adonne que les tribunaux qui assurent la cohérence sont de nomination fédérale et tous ces jugements-là depuis 1977 qui ont atteint ces tribunaux-là, 78% du temps, ont choisi l'interprétation qui donnait le moins de place aux Français plutôt que l'interprétation qui donnait le plus de place aux Français. Ils ne seraient pas indépendantistes, par exemple. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Ça serait surprenant. Mais on ne sait pas. Et là, évidemment, dans mon livre, je me questionne, OK, mais qu'est-ce qui explique qu'on se retrouve dans une espèce de dynamique 78-22? Et l'explication que j'apporte, et c'est encore une fois une explication inédite, une contribution majeure à notre débat ici, c'est que ce qui explique tout ça, c'est que les juges, lorsqu'ils interprètent la loi, ne se demandent pas qu'est-ce que les gens à l'Assemblée nationale ont pu vouloir faire avec la loi 101. Ce qu'ils se demandent, c'est quelle interprétation est la plus conforme aux grands principes de notre système juridique. Peu importe ce que les gens à l'Assemblée nationale peuvent avoir voulu faire. Et au fur et à mesure du livre, je viens démontrer que, par exemple, pour vous parler de ces grands principes-là, il y a par exemple la liberté contractuelle. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental dans notre système juridique, la liberté contractuelle, le droit de deux personnes de prévoir dans un contrat ce qu'ils veulent bien prévoir. Donc, même si la loi 101 prévoit que souvent, dans un contrat, que ce soit une convention collective, donc un contrat entre les employés et l'employeur, que ce soit un bail de logement, donc un contrat entre un locataire et un locataire, que ce soit un contrat de travail, un contrat entre un employé individuel et un employeur, ce qui soutient cette institution-là, qui est le contrat, c'est la liberté contractuelle. Donc, dans la mesure où le législateur n'a pas été absolument clair sur ce qu'il voulait faire, on va choisir l'interprétation qui fait primer la liberté de contrat plutôt que l'interprétation qui se rapprocherait de ce que les gens à l'Assemblée nationale ont voulu faire. Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, il y a la liberté d'expression, qui est un autre pilier de notre vivre ensemble. Donc, si le législateur n'a pas été absolument clair dans ce qu'il voulait faire, on va faire primer la liberté de s'exprimer librement, donc dans la langue de notre choix, plutôt que de faire primer ce que les gens à l'Assemblée nationale, dans les débats menant à l'adoption de la loi 101, ont voulu faire. Si le législateur n'a pas été absolument clair. Mais là, ça amène le problème que, tu sais, souvent, être absolument clair,
c'est difficile. C'est difficile de prévoir 10, 20, 30, 40 ans à l'avance des litiges qui vont avoir lieu entre des individus. Ce qui fait qu'avec le passage du temps, la loi 101 peut avoir de la difficulté, du moins quand on se retrouve dans un débat judiciaire, peut avoir de la difficulté à encadrer l'aspect linguistique des relations entre individus ou entre l'État et l'individu, parce que plus le temps s'éloigne de 1977, souvent on se retrouve avec des situations qu'on n'avait pas nécessairement imaginées en 1977.